Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Jérémy Négrier, qui est le fondateur du compte Go-Rentier. Jérémy est un entrepreneur avant tout, d'abord dans l'immobilier, la crypto, désormais la vente, et il a réussi à se servir de sa création de contenu pour faire exploser ses différents business. Je suis très heureux d'avoir pu discuter avec Jérémy de son parcours. Moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet. Le système scolaire n'était pas fait pour moi. Il m'a également partagé tous ses conseils pour réussir dans la création de contenu selon lui. Même si au départ, t'es pas reconnu par ce que tu fais, tu vas être reconnu par la manière dont tu tiens dans le temps. Avec Jérémy, on a surtout parlé entrepreneuriat et création de contenu et vous verrez qu'il nous a livré une tonne de conseils. Aujourd'hui, si je raccroche ce téléphone sans passer à l'action, mes douleurs, mes frustrations, du présent comme du passé, resteront omniprésentes. Entre quelques anecdotes et quelques conseils pour créer des meilleures vidéos, j'ai réussi également à titiller Jérémy sur l'image que véhiculent les vendeurs de formation. Ils ne font que critiquer les gens qui font, mais ils ne font rien. Donc finalement, si tu ne fais rien, tu ne seras jamais critiqué ni critiquable, certes. Quand on ne fait rien, on se trompe pas. Ouais. Exactement. J'espère que vous apprécierez la conversation autant qu'elle m'a plu. Bon épisode à vous. Bah déjà, merci d'être là. Je suis trop content de pouvoir avec grand plaisir m'opposer avec toi, discuter. Moi, j'adore la création de contenu et c'est le but de ce podcast, c'est de aider les gens qui nous écoutent et moi-même d'ailleurs, un pur truc égoïste, à devenir des meilleurs créateurs de contenu. Toi, ça fait partie de ton quotidien, même si évidemment t'as pas que ça, on va pouvoir en parler. Et donc voilà, j'étais très content de pouvoir discuter avec toi. On s'est rencontrés la semaine dernière et puis ça s'est fait via le clap. Exactement, t'es venu tourner ici. C'est le clap de début et ça sera peut-être le clap de fin. Ah bah j'espère pas. Mais à la fin, je veux dire, oui, il y aura bien un clap de fin, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, de dire qui tu es, Jérémy. Ben écoute, moi c'est Jérémy avec un J et un Y, c'est important pour moi. Je suis né à Bordeaux en 1987, donc aujourd'hui j'ai 36 ans, une petite fille qui a 3 ans et demi, bientôt 4, et ma femme Sonia, nordiste, donc du Nord-Pas-de-Calais, depuis maintenant 8 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on a passé sur Bordeaux, 2 ans qu'on a passé en voyage et 1 an dans le Nord-Pas-de-Calais cette année. Voilà, ce qui fait que je suis dans le coin et bientôt en voyage encore à partir du mois d'août. Donc un papa comblé, un mari et un multi-entrepreneur, mais d'abord investisseur immobilier. Le parcours, il est plutôt simple. Je viens d'une famille très très simple. Mon père était électricien, ma mère était mère au foyer. On gagnait 1 700 € pour une famille de 3 enfants. Donc voilà, on vient d'une petite ville de moins de 5000 habitants à 20 minutes de Bordeaux, qui s'appelle Ambès pour les plus curieux. Donc vraiment le trou du cul du monde parce qu'en fait c'est la pointe de l'estuaire et en gros à droite t'as de l'eau, à gauche t'as de l'eau. Donc si tu viens c'est que t'as quelque chose à y faire, tu vois. Donc il y a pas de passage, tu vois, à part les bottes de foin, tu sais, comme dans les films. Mais dans l'idée voilà. Donc moi j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet. Le système scolaire n'était pas fait pour moi. Et je pense que je crois que c'est Einstein qui a dit ça, l'a très bien dit. Si on mesure la capacité d'un poisson à monter à un arbre, bah forcément, ça sera forcément un abruti. Et le problème en France, c'est que on nous met rapidement dans des cases. Soit tu rentres dans la case, soit si t'es hors de la case, t'es hors du jeu. Et moi, j'étais hors du jeu. Donc très rapidement, en étant hors du jeu, je me suis émancipé par force, puisque on me voulait plus. Donc j'ai arrêté, j'ai fait des petits boulots de mes 14 ans à 20 ans, des petits boulots d'intérim, de stage avec mon père, ou en électricité, ou nettoyer des voitures, travailler à la vigne, etc. J'ai fait pas mal de choses comme ça, qui m'a permis d'avoir mon premier déclic. Le premier déclic, c'était je veux pas faire ça. Je me suis rendu compte en travaillant avec des personnes qui travaillaient dans le salariat que la vie était maussade pour certaines personnes. Alors attention, je n'ai rien contre le salariat. J'ai juste fait un constat de fait par rapport à ma propre personnalité que prendre la même route tous les matins, aller dans le même travail, faire les mêmes choses et puis ça pendant 40 ans, pour moi, tu sais, par exemple, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup dans le sens d'acheter ma résidence principale maintenant et de me dire que c'est la maison dans laquelle je vais faire ma vie. Pour moi, c'est mon cercueil, en fait, si tu veux. J'ai très peur des choses qui restent figées, tu vois. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, il faut que j'essaye d'autres choses. Et donc, du coup, j'ai vogué de petit boulot en petit boulot, sans grande réussite. Et à 20 ans, j'ai commencé à travailler dans une boîte dans le commerce qui m'a appris une chose, mon deuxième déclic, le paiement à la commission. J'ai découvert qu'on pouvait non pas être payé à l'heure, mais être payé à la performance. Donc aujourd'hui, le commun des mortels, on est tous payés à l'heure. Tu passes 8 heures, t'es payé 8 heures, tu vois. Et là, on m'a dit, non, en fait, tu seras pas payé à l'heure, tu travailles autant que tu veux. Et plus tu me ramènes d'argent, et plus t'es payé. Ah bon, c'est faisable ça? Et en fait, en creusant un petit peu, nos grands-parents
étaient des tâcherons, qui étaient payés à la tâche. Ils avaient plein de petits bulletins de salaire très longs comme ça. Et à l'époque, on était payé comme ça. Donc, j'ai fait, à ce moment-là, je suis passé de gagne pas beaucoup d'argent à 8 000 euros de moyenne il y a maintenant 16 ans. À 20 ans. À 20 ans, ouais. Okay. De mes 20 ans à mes 24 ans, je pourrais même mettre des bulletins si tu veux des preuves sociales, pas de problème. Voilà, donc j'ai fait partie des 3 meilleurs vendeurs en France sur 1200. Ce qui a fait que j'ai été meilleur que les autres, c'est que j'étais réellement animé par ce que je faisais, parce que j'adorais mon travail. Comme quoi la passion compte énormément dans tout travail, puisque le fait que j'étais passionné, j'étais capable de travailler plus que les autres, parce que je voyais pas les heures passer. J'adorais passer du temps avec les gens. C'est une boîte qui faisait quoi? Juste rénovation d'habitation. Okay. Donc mon premier pied dans l'immobilier était ici. On faisait des menuiseries, toiture, isolation, chauffage, salle de bain, climatisation. En fait, le but, c'était, on arrivait chez les particuliers, pour les aider soit à améliorer leur performance énergétique, leurs économies d'énergie, soit pour améliorer leur bâtisse pour eux-mêmes, soit pour améliorer, des appartements pour le mettre en location. Mais le but, en fait, c'était pour nous d'arriver à aider à améliorer les performances ou le confort des particuliers ou le confort des locataires des particuliers. Enfin, voilà, le but, c'était vraiment de la rénovation globale. Okay. Ça a été mon premier pas, en tout cas, dans la réno. J'ai fait ça pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, déclic supplémentaire. Je me suis dit, j'ai compris que la force de cette société, c'était l'argent qu'on ramenait à l'intérieur. Si aujourd'hui, je suis capable de ramener 50, 100 000 euros par mois dans l'entreprise, pourquoi je ne le fais pas pour moi? Okay. Donc du coup, j'ai monté ma propre entreprise à 24 ans, qui s'est appelée Les Techniciens de l'Habitat, que j'ai conservé 10 ans, que j'ai cédé il y a 2 ans, 3 ans, tout comme ça. Société, voilà, pareil, où j'accompagnais les particuliers, les professionnels à rénover leurs biens. Et entre-temps, mon dernier déclic, le tout dernier, un des plus poignants et des plus marquants, c'est que ma quête de liberté, j'ai rebondi en fait on va dire d'étape en étape pour aller chercher la liberté ultime, c'est-à-dire pouvoir me lever quand je veux, faire ce que je veux, où je veux. Donc pour ça, on a besoin de l'argent. Et après, on a besoin aussi de ne plus avoir de compte à rendre. Donc je me suis dit, le Graal, c'est d'être son propre patron, de bosser et puis de gagner de l'argent. Sauf qu'en fait, en 2015, mon père est tombé gravement malade. Pendant cette période-là de ma vie, j'ai une grande sœur et un grand frère. Eux étaient tous les deux dans le salariat. Ma mère était dans le salariat. Et j'étais le seul à pouvoir me libérer du temps. Donc du coup, je me suis libéré du temps pour pouvoir amener mon père à ses examens, etc. Malheureusement, je l'ai vu dépérir puis mourir en 6 mois. Et pendant que je m'occupais de mon père, j'étais plus dans ma société. Et en fait, quand je suis, après le deuil de mon père, son décès, donc le deuil que je faisais, je suis retourné dans mon entreprise. Sauf que 6 mois, en n'étant pas dans mon entreprise, dette RSI, dette URSSAF, des salariés en couille, des artisans pas payés, des chantiers sur le tarmac. Et là, en fait, j'ai eu le dernier déclic de ma vie. Je me suis dit, en fait, si mon père avait continué à vivre, eh bien, je serais devenu le boulet de mon père. C'est-à-dire que pour que je m'occupe de lui, il aurait fallu qu'il s'occupe de moi financièrement. Et en fait, ça a été vraiment un révélateur parce que je pensais vraiment être libre. Je pensais que c'était ça le Graal ultime. Mais en fait, tant que l'argent que tu gagnes dépend de ta présence, t'es jamais libre, en fait. Parce que ton patron, c'est pas le patron qui te donne des ordres. Le seul patron qui existe, c'est l'argent. Et donc, j'ai réfléchi à comment gagner de l'argent qui ne dépend pas de ma présence. Et là, j'ai découvert l'immobilier. Et quand j'ai découvert l'immobilier, j'ai tout d'abord regardé des vidéos, comme on peut le regarder sur YouTube, Instagram, etc. Ouais. Je me suis heurté aux mêmes peurs, aux croyances de tout le monde, c'est-à-dire que je voyais plein de gens qui disaient il suffit d'acheter de l'immobilier avec l'argent de la banque. Une fois que tu as l'argent de la banque, tu achètes le bien immobilier. Le bien immobilier, tu mets un locataire dedans qui rembourse le crédit à ta place et tu t'enrichis tous les mois. Trop facile. Tu payes pas d'impôts. À la fin, tu revends, tu payes pas de plus-value apparemment. Enfin, je me dis, mais si c'était facile, pourquoi tout le monde le fait pas ? Pourquoi mon père tirait des câbles de jour comme de nuit ? Pourquoi ma mère galère financièrement ? Pourquoi les parents de mes amis ont tous galéré ? Pourquoi ils n'ont pas fait de l'immobilier ? Et donc là, tu t'heurtes à un truc, une croyance limitante qui dit qu'on passe toujours par 2 portes, l'acceptation ou le rejet. Première phase, le rejet, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Puis après, j'ai continué à gratter quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait un paquet d'idiots qui répétaient la même chose. Et puis là, j'ai découvert l'IMO. Donc j'ai acheté ma première formation, deuxième formation. Après, je me suis lancé en 2017, premier investissement. Puis un deuxième, puis un troisième. Là, j'ai vu que c'était faisable. Je gagnais de l'argent en dormant. Et là, je me suis mis à en parler sur les réseaux. Et puis après, ça fait boule de neige. J'ai commencé à en parler comme ça, timidement. Les gens sont venus me voir, m'ont dit « Jérémy, tu voudrais pas me former ? Tu voudrais pas si ?» Syndrome de l'imposteur. Moi, je vais te former, j'y connais rien. Enfin, je l'ai fait que pour moi. Ouais. Puis aujourd'hui, Gorantier est ce qu'il est. Je pense qu'on aura le temps de détailler un peu le parcours. Mais en gros, voilà en compressé d'où je viens, quoi. Ok.
Sacrée histoire. J'avais envie de rebondir sur plein de trucs, parce que tu m'as donné plein d'éléments. Ouais, mais vas-y, on peut rebondir maintenant. Je me suis arrêté là parce qu'après, il y a l'ascension de Gorantier, toutes les entreprises que j'ai montées, etc. Je pense sur la France de partie, mais. Ouais, bien sûr. Mais en gros, voilà les leviers, les déclencheurs et ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Ok. Et donc là, aujourd'hui, 2024, ton quotidien, il se présente comment ? C'est quoi tes gros piliers d'activité ? Je sais que tu fais plein de choses. Ouais, aujourd'hui, j'ai Gorantier, qui forme des gens à investir dans l'immobilier. De Gorantier, j'ai créé plein de choses parce qu'en fait, une fois que tu es connu sur les réseaux, quand je dis connu, je mets une petite parenthèse là-dessus, je suis pas non plus une célébrité, mais quand je dis connu, c'est pas forcément le nombre d'abonnés, mais c'est aussi quand les gens savent que tu es un vrai bosseur, que tu es éthique, que tu fais les choses de manière carrée, etc. En fait, il y a des opportunités qui poussent ta porte. Tu es reconnu, en fait, surtout. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'investis. Alors, déjà, à la base, j'investis beaucoup dans les startups, notamment. Alors, j'ai investi au travers de Raphaël Carteni, peut-être tu dois connaître sur les réseaux, qui est un groupe, un groupe d'investisseurs. J'ai investi aussi dans Le Crayon Média, avec Sixtine, Valran, Jules et Antonin, dans lequel maintenant je suis associé dans le développement et je les accompagne aussi dans la partie commerciale, etc. J'ai investi beaucoup aussi, forcément dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie. Je suis associé à Ulysse, que tu dois peut-être connaître sur les réseaux, où on a sorti un programme justement dédié à apprendre et comprendre les mécanismes de l'investissement en crypto. Mais avant de parler de générer de l'argent, moi j'ai investi dans la crypto-monnaie et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu 100 000 euros à peu près quand je me suis lancé. Et donc en fait, je connais toutes les erreurs à ne pas faire. Et lui, il sait exactement comment investir. Du coup, on s'est associés. et en fait, si tu veux, de mes erreurs, on en a créé une formation pour aider la personne qui est néophyte de 18 ans ou le papy et mamie, parce que aujourd'hui, investir dans la crypto, c'est plus une question de je veux pas. C'est déjà là. Voilà. Demain, il y a l'euro digital qui est déjà en train d'arriver. Bientôt, il y aura plus de monnaie fiduciaire comme on connaît physique. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de te former et d'apprendre. Donc, plutôt que d'être mangé, on va dire, par le côté novateur de la chose, en fait, moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais créer un programme qui va t'apprendre à qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment sécuriser ton argent, comment utiliser les plateformes, comment te préparer au monde de demain. Okay. Donc vraiment, le but et la promesse de la formation, c'est de ne pas perdre d'argent et de comprendre les mécanismes, mais pas de gagner de l'argent, en gros, tu vois. Il n'y a pas de trading, etc. Monsieur bon père de famille. Alors bien sûr, on t'apprend aussi à gagner de l'argent, mais c'est pas le but, c'est pas le corps de la formation. Donc il y a ça. Dans mon épopée, j'ai fait partie des meilleurs vendeurs en France, donc sur une époque de ma vie. Et ce qui a fait que j'ai réussi tous mes business, c'est cette facilité que j'ai justement à échanger avec les personnes, à pouvoir rebondir, à pouvoir vendre un projet, un concept, une idée. Et donc, du coup, j'ai créé, en fait, quand je me suis développé chez Gorantier et que les chiffres d'affaires ont commencé à exploser, j'ai été très vite heurté à une problématique, c'est qu'il y avait plus de gens qui voulaient acheter ma formation que de possibilités pour moi que de prendre des appels. Parce que les gens, forcément, ils veulent, sur certaines sommes, ils vont pas appuyer sur un bouton. Au-dessus de 1000 euros, on n'appuie pas sur son bouton pour acheter. On a besoin de quelqu'un pour avoir des réponses à nos questions. Et là, je me suis intéressé à trouver des closers. Ça s'appelle comme ça. Enfin, je savais pas que ça s'appelait comme ça avant de connaître. Pour ceux qui savent pas, un closer, c'est quoi ? C'est un mec qui fait la vente pour toi ? Moi, un closer, en fait, c'est en gros, tu as un programme à vendre. Les personnes qui veulent acheter ton programme, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone comme un conseiller, pour pouvoir t'aider en fait à répondre à tes questions de base et savoir si oui ou non tu souscris au programme. Ça te rassure d'avoir un numéro au téléphone. Et on appelle ça un closer parce que le closer, en fait, la différence entre un conseiller et un closer, le conseiller te conseille et après il te laisse partir dans la nature. Le closer, lui, te conseille, mais à la fin, là où il devient closer, c'est qu'il t'accompagne dans la transformation de cet appel. Okay. C'est-à-dire que la personne qui réserve l'appel, elle a la volonté de passer à l'action, puisqu'elle a réservé, elle s'est renseignée, elle a réservé l'appel. Mais globalement, lors de cet appel, elle va attendre plus, parce qu'elle va se heurter elle-même à ses croyances limitantes. Elle va sortir plein d'objections qui sont des écrans de fumée à la fin. C'est pas pour de suite, je comptais pas prendre de décision lors de cet appel. J'aurais peut-être pas le temps de suivre le programme, etc. Puis vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Mais tout ça, en fait, ça veut dire... Maintenant que j'ai trouvé la solution à mon problème et que c'est vraiment l'heure de passer à l'action, j'ai peur. Et donc, le but du closer, en fait, c'est d'utiliser une méthode en fait, qui nous permet de recruter plein d'informations lors de cet appel et à la fin de le remettre sur le tapis comme si la personne se parlait à elle-même face à un miroir et qu'elle entende tout haut ce qu'elle dit tout bas, ce qu'elle pense tout bas. Et finalement, qu'elle prenne ses responsabilités en disant « Ouais, effectivement, aujourd'hui, si je raccroche ce téléphone sans passer à l'action, mes douleurs, mes frustrations du présent comme du passé resteront omniprésentes. » Et pour pouvoir soulager cette douleur, il faut que je passe à l'action. Parce que, j'adore cette phrase d'ailleurs qui dit « Avant de savoir où tu vas,
l'important, c'est de sortir de là où tu es. Et effectivement, peut-être que ça ne sera pas ce programme-là qui va faire que tu vas réussir, mais au moins, tu ne seras plus dans cette zone de frustration et de peut-être, tu auras déjà mis un pied vers quelque chose de différent et donc automatiquement, peut-être potentiellement quelque chose de meilleur. Donc le but du closer, c'est vraiment d'accompagner une personne à la transformation. On accompagne à l'achat, on n'est pas là pour vendre, mais on est là pour accompagner à l'achat une personne qui souhaite le faire. Ce qui était ton job au final quand tu avais 20 ans, c'est ça ? Exactement, ce qui est un job dans lequel j'excelle, dans lequel j'ai fait partie des meilleurs, sans prétention. Voilà. Parce qu'il y a 16 ans, gagner 8 000 € par mois, c'était énorme. Ouais. Pour ça, je te donnerai quand même des bulletins pour les mettre si tu veux, parce que les gens, des fois, ils se disent, c'est aujourd'hui, déjà gagner 8 000 € par mois, aujourd'hui, c'est énorme. Ouais. Mais il y a 16 ans, c'était le feu, vraiment. Donc, du coup, je te les ferai passer. Mais en gros, dans l'idée, quand j'ai voulu trouver des closers, j'ai essayé d'en appeler quelques-uns, mais c'était nul. Soit, en fait, c'est que des vendeurs de CPF, donc, ils savent pas faire, c'est pas de la vente, quoi. Ou alors, je posais une question simple, je disais, voilà, j'ai un programme à 3 000, par exemple, à un 5 000, à un 10 000, lequel tu vends et pourquoi ? Tous, ils me répondent, celui à 10 000. Pourquoi ? Parce que tu gagneras plus d'argent et moi aussi, t'es viré. Parce qu'en fait, si ton objectif à toi est de te servir ta propre personne lors de cet appel, tu ne vendras rien. Parce qu'il faut se concentrer uniquement sur les besoins du prospect et de répondre, en fait, de trouver, si bien sûr on a le programme, de trouver le programme qui répond à ses besoins pour l'accompagner vers sa transformation. Si tu essayes de lui vendre un programme dont il n'en a pas besoin juste pour un besoin financier de ta part, à un moment donné, il va y avoir une zone de frottement que tu vas pas pouvoir guérir parce que pour lui, c'est trop cher, la perception de valeur n'est pas à la hauteur de la douleur qu'il ressent et automatiquement, tu ne pourras pas vendre. Donc, tu vas me faire rater des ventes. Et au mieux, même si tu y arrives à faire cette vente, au moment où tu auras accroché le téléphone et que la zone de frottement sera passée, il va se rendre compte qu'il a acheté un programme trop cher et c'est des mauvais avis par la suite. Et donc, automatiquement, moi, ça, j'en veux pas. Je veux qu'il y ait vraiment une construction qui se fasse avec le prospect où on réfléchit plutôt sur la valeur vie client. C'est-à-dire, au départ, je vais te vendre le programme dont tu as besoin. Je vais créer tellement de valeur pour t'accompagner pendant l'appel, après l'appel et pendant le programme que finalement, tu seras un client fidèle et que demain, ça sera qu'une évidence de refaire confiance à moi, puisque forcément, je t'ai accompagné de la meilleure des façons. Donc, je suis plutôt au travail sur le long terme et j'ai pas trouvé de closer comme ça. Donc, je me suis dit, je vais les former et j'ai créé Best Closer, en école de vente, qui a formé maintenant plus de 600 personnes et qui est en cours maintenant de redéveloppement et d'explosion, on va dire, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok. Voilà. Mais il y a plein d'autres trucs à dire, mais bon, je sais pas par où on va commencer. T'as des journées de 24 heures comme tout le monde ou... Ouais, j'ai des journées de 24 heures. Et en fait, si tu veux, au tout départ, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que je crée tout seul. C'est-à-dire que j'avais une vision... tout le monde m'a connu sous le nom de Go Rentier. Et ils pensent que Go Rentier, la vision, c'était immobilier. Mais en fait, c'était Go pour être rentier. Peu importe la méthode, en fait. Sauf qu'au départ, le seul levier que j'ai mis en avant, c'était l'immobilier. Ouais. Après, j'ai parlé de l'immobilier, c'est ce que j'ai fait. La vente, c'est ce que j'ai fait. Mais tout le reste, crypto-monnaie, j'y connaissais rien. Sur les autres leviers, bourse, j'y connaissais rien. Les startups, j'y connaissais rien. Donc, en fait, je peux pas parler de ce que je connais pas, tu vois. J'ai toujours mis un point d'honneur. Un point d'honneur. J'ai toujours mis un point d'honneur, merci, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire pas juste dans le but de vendre. Si je suis passionné et que j'aime ça, je vais en parler, et comme je suis passionné, ça va se ressentir, et donc ça sera très facile puisque je serai convaincant, puisque je serai convaincu. Donc, tu vois, pour moi, ça suit une ligne directrice. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai agrémenté en fait mon écosystème, tu vois. Ok. Et qui aujourd'hui s'agrandit encore de jour en jour. Ok, trop bien. Et pour revenir tes tout premiers pas dans la création de contenu, quand tu te dis, justement, je vais lancer ça a commencé par Instagram ou Ça a YouTube commencé par Instagram. Instagram, ouais. À quoi ça ressemblait, ce que tu faisais ? C'était du contenu éducatif sur le sujet de l'immobilier. Tu faisais quoi concrètement ? Alors, je faisais quoi ? C'était pendant la période Covid. D'accord. Donc, j'étais enfermé à la maison, comme beaucoup. Voilà. Ça a donné beaucoup de vocation, cette période. Ouais, ça a donné beaucoup de vocation. On va dire que dans une situation gravissime, certains ont réussi à en tirer quelque chose de bénéfique, ce qui est bien. Cela étant dit, ça reste quand même une période grave où on était tous enfermés chez nous. C'était impensable d'ailleurs, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que pendant ce laps de temps, je me suis dit, tiens, je vais... Alors moi, j'y connaissais rien Internet, j'étais pas sur Internet avant. Voilà, j'avais créé un petit compte Jérémy CrossFit où je parlais de mes sessions de CrossFit, etc. Mais bon, voilà. Pour moi, site Internet, j'avais jamais fait. Création de contenu dans un but d'éducation, j'avais jamais fait. Community manager, j'avais jamais fait. Les pubs, je connaissais rien en fait. Donc j'ai tout créé en fait. J'ai commencé à faire mes premières vidéos avec mon téléphone. Je me suis filmé. Pour faire une vidéo, j'en faisais 50.
Parce que tu vois tous tes défauts, t'as l'impression que les gens vont voir que ça. Oh, ils ont vu mon grand nez, ils ont vu mon oreille de travers, ils ont vu... Tu vois ce que je veux dire ? T'as un petit bout Je vois très bien, Tu vois le délire. Je me rappelle d'ailleurs, je m'identifiais... Tu sais, tu cherches au tout départ, quand tu commences, t'essaies de t'identifier à des gens qui font... Bien sûr, tu prends des modèles. Voilà, tu prends des modèles. Et au tout départ, j'avais pris plusieurs modèles, dont un, sans citer le nom, qui faisait, parce que ça sera facilement reconnaissable, qui faisait des trucs devant une piscine, toujours. Ok. Voilà. Et j'ai essayé. J'ai pris ma caméra, j'étais chez mon cousin, il avait une piscine. J'ai posé la caméra, j'ai passé 4 heures. J'ai fait une vidéo de 4 minutes. Franchement, à chaque fois que je parlais, j'avais l'impression que tous les voisins me regardaient. Ouais. Tu vois, t'as ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en toi. Puis dès que tu fais clic sur la caméra, il se passe un truc dans ta tête où t'es paralysé, quoi. Mais paralysé, l'angoisse totale. Ça, on l'a tous connu, Et puis quand t'as réussi, je me rendais compte, je parlais comme ça, ou tu vois... je me suis dit mais franchement et puis après j'écrivais mes petites vidéos, donc j'écrivais ce que j'allais dire et tout, enfin les sujets, juste parce que j'arrive pas à lire, en fait. J'ai jamais de prompteur, moi. J'arrive pas à lire, ça me fige, j'aime pas ça, donc j'écrivais tous mes titres et après je faisais mes vidéos. Et je te montrerai, d'ailleurs j'en ai quelques-unes si tu veux. Et en fait au départ j'avais fait un concept où je mettais que des polos Lacoste. J'avais acheté toutes les couleurs et je m'étais dit, tu sais, pour les que gens je te reconnaissent comme ça, identifiable. Bon, c'était pas une bonne idée. T'as arrêté visiblement. Non, j'ai arrêté. Maintenant, j'ai 0 marque sur moi. Je préfère ne pas porter de marque apparente. Et donc, dans l'idée, au tout départ, j'avais fait ça. J'ai fait quelques vidéos pour l'histoire de Gorantier. Et ça, c'est un message que je veux passer à tous les créateurs de contenu. C'est un peu le thème. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a un public qui nous regarde. Et c'est au moment, en fait, où on veut abandonner qu'il faut continuer à publier. Parce que moi, par exemple, Gorantier, j'ai publié pendant longtemps, j'ai eu 500 abonnés, ça décollait pas, entre 500 et 800 abonnés, mais vraiment, c'était dur. C'est dur, psychologiquement, de mettre tant d'efforts. Ouais, c'est très dur parce que c'est très ingrat. Et un jour, je me suis dit, tiens, tout le monde m'a parlé de sortir une formation. J'ai dit, let's go, tu vois. Au départ, j'ai vendu du coaching one-to-one. Tu sais, je répondais à des questions, des conneries comme ça, 100 balles, 50 balles, mais vraiment, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. T'as pas conscience de ta valeur. Donc, tu vois, au départ, je l'ai fait gratuit pendant plusieurs mois. Et ma femme, elle m'a engueulé. Elle m'a dit, ouais, Jérémy, tu passes ta vie sur ton téléphone à répondre à des commentaires le soir, le matin, le ci, le là. En gros, ce qu'elle a voulu me dire, c'est si ton téléphone est plus important que moi alors qu'il te rapporte rien, il y a un problème, tu vois. Bien sûr. Donc je me suis dit, je vais essayer de monétiser un peu, tu vois. Donc des gens m'ont proposé, j'ai dit, tiens, 50 €, 100 €. Puis je dis à ma femme, t'as vu, j'ai gagné 200 €, tu vois. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, tu vois. Parce que c'est normal, si tu le dénigres, quelque part, tu dénigres le temps avec ta famille pour le passer avec des inconnus, les conseiller alors que ça te rapporte que dalle. Enfin, tu vois, c'est incohérent. Et d'ailleurs, j'ai un autre truc à dire là-dessus. Mais en gros, moi, ce que je me suis dit, je vais, à un moment donné, les gens me demandent de faire une formation, je l'ai pas créée. J'ai dit, tiens, je vais faire des préventes. Je crée un tunnel de vente, je sais pas faire. Je crée un tunnel de vente, machin, je vais regarder des tutos, des machins. T'as tout fait toi-même? Tout moi-même. J'ai tout fait. J'étais community manager, marketeur, closer. J'ai tout fait moi-même et j'avais le cerveau en ébullition. J'ai pris des tutos partout sur YouTube. J'ai acheté des petites formations. J'étais dans un groupe avec Thibaut Didier. Il a 10 000 abonnés là, je crois maintenant. Pareil, c'était un petit jeune. J'étais qu'avec des drôles. Hein. Des drôles, ça veut dire Bordeaux, c'est-à-dire des enfants. Moi, j'avais 30 ans. Et tous avec qui j'étais dans le groupe, c'était un groupe qui s'appelle, je sais plus quoi, Mastery, un truc. Il y avait 20 personnes. C'était que des enfants de 18 à 20 ans, quoi. Ok. J'étais papy, quoi. Le papa, tu vois. Et donc, du coup, j'ai appris à faire mon truc et j'ai dit, tiens, je lance. Et j'étais à la salle de sport à Basic Fit, je me rappelle, avec mon cousin. Et à 18h, je lance les préventes. Et là, je découvre la magie d'Internet. Je reçois, j'avais mis 997 €, je crois. Une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes, 5 ventes, 6 ventes, 7 ventes, 8 ventes. Incroyable. Je fais 8000 balles au sport. Je me dis, mais... Waouh! À cette époque-là, t'avais combien d'abonnés sur ta... J'avais 1000 abonnés, je crois. Ah ouais, incroyable. Ouais, incroyable. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'il y a une différence avec une niche ciblée et une niche de divertissement, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu auras forcément moins de monde sur une niche d'immobilier que sur une niche de divertissement parce que t'es mass market. Moi, les gens qui étaient là étaient vraiment une audience. Donc ça, c'est un message que je veux passer aussi aux créateurs de contenu. Le nombre d'abonnés importe peu, en fait. C'est surtout la qualité des abonnés pour des niches spécialisées, la qualité des abonnés. Alors bien sûr, c'est bien d'avoir plus d'abonnés pour la preuve sociale, bien sûr. Mais pour pouvoir en fait faire de l'argent, on n'a pas besoin de 10 000 abonnés, hein, c'est pas vrai. Donc du coup, j'avais fait 8000 balles
incroyable. Sauf qu'après, je me suis heurté à un truc, c'est que comme j'avais pas créé le contenu, il n'existait pas. D'accord. Il faut se bouger les fesses maintenant. Il faut se bouger le cul. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai fait 0 vente. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, encore une fois, pour pouvoir vendre un programme, un produit, n'importe quoi, il faut être convaincu pour être convaincant. Sauf que moi, je ne savais pas si mon programme était bon, puisqu'il n'existait pas. Je ne savais pas si mes clients allaient avoir de bons résultats, puisqu'il n'existait pas. Donc, j'avais trouvé une astuce. Je leur avais dit que je débloquerais, dans un but de formation, etc., je débloquerais un module par semaine. En fait, ça me laissait le temps de le créer. Tu vois. Donc, j'ai fait ça jusqu'à sa création. Pendant 6 mois, 0 vente additionnelle, 0, hein, mais vraiment le néant total. Donc tu bossais uniquement pour les 8 personnes qui t'avaient fait confiance. Okay. Je bossais à fond pour eux, je leur demandais des retours et tout. Et d'ailleurs, comme je faisais les montages moi-même aussi, des fois j'oubliais des cuts, donc j'envoyais des vidéos. Et franchement, j'étais enfermé tous les week-ends donc dans mon bureau à faire ça du matin au soir. Et des fois, si tu veux, il y avait un petit Velux qui était cassé et j'avais mis un plexi. Et avec la pluie, toutes mes vidéos pendant 4 heures, j'avais pas fait attention, foiré. Obligé de tout recommencer. Ou alors je me filmais, j'avais oublié d'allumer le micro. Tu sais, j'avais un gros micro avec des piles. Ouais. Donc soit j'avais oublié de l'allumer et j'avais fait 4 heures pour rien, soit j'avais oublié d'allumer le micro. Mec, des crises de nerfs. Quand je dis... ça, je pense pareil, c'est arrivé à tout le monde le coup de je m'enregistre 4 heures, j'ai oublié de brancher le micro. Des crises de nerfs. Et en fait, ça rend fou. J'envoie à un moment donné des vidéos et je me rappelle Estelle, salut d'ailleurs, qui était une de mes premières élèves de formation, me dit Jérémy, je crois qu'il y a un truc sur ta vidéo, là, faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, il y a une vidéo, putain de vidéo de merde, ça me fait chier. Et ouais, je l'avais pas cuté, tu vois. Trop drôle. Et enfin bref. Donc du coup, pendant 6 mois, le temps que mon programme se fasse, etc., 0 vente. Et au bout de 6 mois, je décide, enfin j'ai mes premiers retours clients, mes clients qui me disent ça fonctionne, ça marche, etc. Donc là, trop bien. Et là, je me remets à en parler. Et petit à petit, en fait, ça a décollé gentiment jusqu'à devenir... Bon, après, il y a eu d'autres choses. Hein. Il a fallu que je m'entoure, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, moi aussi, j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Ça a été quoi justement les leviers de croissance entre le Jérémy à 1000 abonnés, d'ailleurs qui fait déjà 8 ventes, je trouve ça impressionnant, c'est ouf, au Jérémy de du coup 3 à 4 ans plus tard à 50-60 000 abonnés sur ton compte, je crois. 50-60 000 abonnés. C'était quoi ce qui a amené cette croissance, ce qui t'a fait connaître? Alors ça c'est ce que je dis toujours en fait. À un moment en fait on a l'impression qu'on stagne, mais les gens c'est un peu comme la petite mamie dans la rue. Elle a tiré son rideau comme ça et elle t'observe. Et en fait, même si au départ t'es pas reconnu par ce que tu fais, c'est-à-dire admettons, on va pas dire Jérémy c'est le professionnel de l'immobilier, tu vas être reconnu par la manière dont tu tiens dans le temps. C'est-à-dire on va se dire au bout d'un moment, ce gars-là il est encore là. Il est encore là en train de parler d'immobilier, il est encore là en train de... Tu vois ? Et en fait, ils vont apprécier ta résilience, tu vois ? Et de voir en fait une personne qui ne disparaît pas malgré le fait que on n'a pas l'impression que ça décolle plus que ça, mais qu'il est encore là, qu'il continue, qu'il a la même énergie, etc. Au bout d'un moment, on se dit, mais c'est peut-être intéressant, tu vois, d'aller voir. Je pense que le premier step, ça a été ça, c'est que j'ai jamais abandonné, si tu veux. J'ai continué. Et là où ça a été très dur, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un et quand cette part de travail prend énormément de place dans la vie, parce que en fait je m'enfermais dans la chambre, d'ailleurs désolé chérie mais aujourd'hui elle le sait pourquoi, je m'enfermais dans la chambre de 7h du matin où je me levais, je déjeunais devant mon ordinateur jusqu'à minuit, j'étais enfermé H24 et pendant une période Covid où ma femme était enceinte, elle était partie du Nord-Pas-de-Calais, elle m'avait rejoint à Bordeaux, elle avait pas d'amis ici, franchement ça a été une période très compliquée, on a failli se séparer pendant la croissance de Goranty avec ma femme, on a failli divorcer au moins je pense une dizaine de fois, pour de vrai hein. Pas juste pour le papier, hein. Vraiment pour de vrai. C'était très compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, les femmes, je vais pas dire les femmes, mais le conjoint plutôt, je vais reformuler, le conjoint qui n'est pas en phase de construction n'apprécie pas le process. Parce qu'en fait, pendant ce process-là, tout ce qu'il voit, et c'est à juste titre, c'est le fait que, en attendant, pour l'instant, t'as pas de résultat et t'es pas avec moi. Tu vois ? Et là, faut pas se foirer. Hein. Parce que globalement, si tu sapes ta vie quelque part de couple pendant 1 an, 2 ans, et que derrière, il n'y a pas de résultat, et je n'en veux pas du tout parce que c'est humain. Moi, ma femme, tous les jours, elle n'est pas là.
et ça apporte rien de plus dans notre couple, et elle bosse H24, je vais dire, mais attends, mais tu vois bien, t'as pas de résultat. Le seul truc, c'est que, tu vois, tu me laisses tomber, en fait, je me sens abandonné. Et c'est ce qui s'est passé pour ma femme. Et tous les jours, je lui disais, d'ailleurs, salut chérie, je lui disais, t'inquiète pas, dans un mois, ça sera automatisé, dans un mois, ça sera automatisé, dans un mois, ça sera automatisé. Et en fait, ça a duré 2 ans et des bananes, à bosser comme un acharné, à essayer de mettre des process en place. J'ai pas arrêté de lâcher. Petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que, pour scaler, il fallait que je réussisse à me détacher de certaines tâches que je n'aimais pas, parce que j'ai tout fait moi-même au départ, parce que j'avais pas le choix. Et puis qu'avant de déléguer quelque chose, je veux quand même avoir une capacité d'appréciation. Parce que si tu donnes une tâche à faire à quelqu'un que tu connais pas la tâche, et que lui, il met 2 semaines, alors que toi, tu sais qu'il faut 2 jours, comment tu fais pour... Tu vois ? Ça, je suis pareil, C'est pas possible. J'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis avant de donner quelqu'un... Savoir au moins, tu vois. Sûr, au moins, tu vois, les tenants, les aboutissants. Et donc, du coup, j'ai commencé à déléguer d'abord le community management, parce que c'est une partie horrible. Répondre aux commentaires, aux DM, tout ça. Répondre aux commentaires, publier, les hashtags, les machins... C'est l'enfer, ce truc. C'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer pour moi, parce que c'est pas ma zone de génie, tu vois. Ouais, bien sûr. Je l'ai fait par force, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé à déléguer ça. Après, ce qui m'a vraiment fait scaler, c'est quand j'ai commencé à payer quelqu'un pour faire mon site internet et les tunnels de vente. Ok. Ça, je pense que c'était vraiment... en fait, c'est ce qui m'a fait passer de... en gros, j'étais entendu que par mon audience, mais j'avais pas de pub, j'avais rien, tu vois. Donc ma portée était très faible. Et ce qui est dommage, parce que quand tu crées une vidéo, en fait, la vidéo, elle est créée. Si tu la boostes, au lieu d'être vue par 100 personnes, elle sera vue par 10 000. Ouais. Tu vois, c'est la magie de la création de contenu, c'est l'effet de levier. C'est illimité, en fait. Ouais, bien sûr. Donc ça, tu vois, j'avais pas. Donc du coup, j'ai créé mes tunnels de vente, etc. Et dès que j'ai réussi à scaler, là où j'ai été, encore une fois, à un moment donné, capé, c'était le manque de closer. Parce qu'en fait, je suis passé très vite, grâce justement au fait que j'ai réussi à être entendu du plus grand nombre. J'ai eu tout de suite beaucoup plus de personnes qui prenaient des appels. Et moi, je closais, franchement, j'ai closé dans ma douche, enfin dans ma baignoire, pour de vrai, hein, dans mes toilettes pendant que je fais mes besoins. Et c'est vrai, parce que voilà, t'es là, j'ai closé sur la plage, c'est beaucoup plus sexy. Ouais, plus sympa. Dans la piscine, beaucoup. Sur mon canapé, dans mon lit. Je closais H24, quoi. Je closais H24. Et puis au bout d'un moment, en fait, c'est pareil. Ma femme en avait marre de m'entendre parler, etc. Et puis moi, j'étais accroché à mon téléphone. Comment tu fais pour scaler ton business si t'es dans ton business? C'est pas possible, tu vois. T'es ton propre goulot d'étranglement, quoi. C'est ça. Et en fait, là où c'est très dur pour moi, par exemple, dans cette compétence, et c'est là où plein de gens se reconnaîtront, c'est que quand t'es compétent dans une de tes branches de ta société, c'est très dur de s'en détacher. Je me dis, qui va faire mieux que moi, tu vois? Donc en fait, il faut accepter qu'il va y avoir une perte. C'est-à-dire, moi, admettons, je faisais 8 ventes sur 10, d'accord? Dès que j'ai commencé à déléguer, on faisait 4 ventes sur 10, 3 ventes sur 10. Mais c'était un process obligatoire, une zone de douleur obligatoire, parce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a eu cette perte financière, mais qui a fait qu'en fait, à un moment donné, quand ils ont tous été réformés, on est repassé à 5, 6 ventes sur 10, mais sauf que j'avais plus besoin de le faire. Ouais. Donc je pouvais... tu peux avoir 3 gars qui font 5 sur 10 au lieu de 3 qui fait 8 Donc sur 10. Donc j'ai pu augmenter le nombre de pubs, avoir plus de rendez-vous, et etc., ce qui m'a fait passer d'un chiffre d'affaires moyen, petit, à un chiffre d'affaires conséquent. Ok, voilà. Ça marche, trop cool. Et donc... sur l'aspect contenu, sur ces 3-4 ans que tu t'y es mis, c'est quoi ce que tu as appris en fait? Qu'est-ce qu'un bon contenu? Qu'est-ce qui marche? C'est quoi ta recette? Franchement, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tu veux à ce jour? Ouais. À ce jour, pour moi, ce que j'ai pu observer du contenu, c'est que je me prends trop la tête. Ok. Je me suis pris beaucoup la tête. À chercher la recette, justement? Ouais, et la recette, elle est simple en fait. La recette, elle est simple. Tu regardes ce qui marche sur les réseaux. Là, actuellement, tu as vu, c'est les transitions. Oui. Les transitions où il y a quelqu'un qui tombe ou un truc comme ça. Un truc un peu de ouf qui se passe au début. Voilà. J'ai vu. Et en fait, toi, tu vas te concentrer sur faire un contenu de qualité, un bon montage, un bon ci, un bon là, alors qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est surfer sur les tendances. Tout ce qu'il faut, c'est surfer sur ces putains de tendances, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a une tendance. Comment je fais pour utiliser cette tendance et diffuser mon message? C'est la seule chose qu'il faut réfléchir, en fait. Si tu es dans la tendance, forcément, tu seras viral. Une fois que, grâce à cette tendance, tu as créé un hook, parce que la tendance fait que la personne va regarder ta vidéo, une fois qu'elle a accroché, elle reste. Ça crée une notion de familiarité, en fait. J'ai déjà vu ce genre de contenu. Et en fait, même si tu as un contenu excellent, les gens ne vont pas y prêter... L'attention sur les réseaux sociaux, elle est
c'est un millième de seconde. Si t'accroches pas tout de suite, c'est mort. Il vaudrait mieux même avoir un truc, tu prends ton verre d'eau, tu te le verses sur la tête. Mais pourquoi il se verse la tête? Et là tu dis, donc aujourd'hui je vais te parler d'immobilier, ça marche. Bien sûr, ouais. Par contre, c'est le what the fuck du début. Ouais, tu fais un contenu de ouf, une vidéo de dingue, full valeur, etc. Les gens n'ont rien à branler. Et non pas parce qu'ils en ont rien à faire, parce que la vidéo est nulle, mais parce qu'ils ont même pas le temps de la regarder, que leur zone de swipe, elle est déjà passée. Ça me fait chier. Ouais, tu vois. Ouais, et triste. en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que là, c'est très récent. C'est très, très récent. Parce que, comme tout créateur de contenu, on se prend la tête. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Comment faire? Machin. Putain, je comprends pas. Ça n'a pas marché. Ça a marché. En fait, on se prend trop la tête. En gros, il y a la roue. L'histoire de la roue. Tu la connais, l'histoire de la roue. La roue existe. Elle est là. Elle roule. Avec ou sans toi, elle roule. Donc, actuellement, la roue des réseaux sociaux, c'est les tendances. Les musiques tendances, les méthodes d'accroche tendance, les hooks tendances, etc. Bah, tu regardes ce qui fonctionne, notamment, tu vois, par exemple, sur TikTok, tu vas taper, je sais pas, immobilier, tu vas dans les 3 petits points hauts, tu cliques dessus, tu vas avoir donc des filtres, et quand tu arrives sur les filtres, tu fais les vidéos, par exemple, qui ont le plus de j'aime, soit dans les 24 dernières heures, soit dans les dernières semaines, et tu vois. Voilà. Ça, c'est magique TikTok pour ça. L'outil de recherche est tellement utile pour les créateurs. Mais c'est ça. Et en fait, il y a une autre méthode, puisque c'est le but des créateurs de contenu, je vais en donner quelques-unes. Il y a une autre méthode que j'ai chopée à un gars qui parlait de e-commerce, mais c'est un génie. Parler de e-commerce, ce qu'il va faire, il va aller sur TikTok, regarder les vidéos les plus virales, donc des petits influenceurs, mais qui ont des vidéos extrêmement virales. Et en fait, c'est des personnes qui ont 5 000, 10 000 abonnés. Ils connaissent pas leur valeur, tu vois, ils sont pas... Tu vas aller voir à eux, ils sont en train d'exploser. Ils ont le reach. Tu leur donnes 300 balles pour 10 vidéos et t'as tes vues qui explosent, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ils vont parler de ton contenu pour 3 fois rien. Et lui, il fait des millions comme ça avec ses boutiques e-commerce parce qu'il utilise des influenceurs pas connus, mais qui ont trouvé la méthode virale ou qui sont en pleine viralité. C'est du génie. Ouais, et parfois, à l'inverse, tu vas bosser avec des influenceurs qui ont des millions d'abonnés et ils vont faire 2000 vues sur ton truc. Ça, au contraire, ça marche plus, je trouve. Ouais. Tu vois, pour avoir discuté avec des personnes qui ont des boutiques e-commerce, etc., justement, c'est extrêmement mal vu maintenant les influenceurs qui ont des millions parce qu'en gros, on le sait. Ouais. Tu vois le délire ? Et je pense aussi, tu vois, les petites nouveautés dans la création de contenu, le côté je te donne un peu, mais si tu veux savoir le reste, aujourd'hui, il faut tout donner. Je pense que, tu vois, là, j'ai sorti une vidéo full valeur. J'ai fait une vidéo de 2 heures où j'explique la méthode de l'immobilier de A à Z. Et c'est une des vidéos qui me ramène le plus de rendez-vous actuellement, alors qu'elle est gratuite, qu'elle n'est pas en pub, rien. Parce qu'en fait, les gens, les créateurs de contenu en tout cas, font une erreur monumentale dans le sens où ils se disent « Ouais, mais je ne vais pas tout donner, pourquoi ils achèteraient mon contenu après ?» C'est une connerie. Parce qu'en fait, au contraire, plus tu en donnes, plus la perception de valeur est élevée. Plus elle est élevée, plus la personne se dit « Mais avec tout ce qu'il donne gratuitement, j'imagine que son contenu payé il doit être énorme. » Et donc, en fait, on crée un gap énorme dans la tête du prospect qui se dit, en fait, ouais. Alors, premièrement, il va se dire que s'il achète, il aura encore plus sur la table. Mais deuxièmement, il va y avoir ce qu'on appelle le sentiment de réciprocité. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre Influence et Manipulation, je vous invite à le lire. Et en fait, plus on donne à quelqu'un, plus on se sent redevable. Ça, c'est le cerveau primaire qui enregistre la donnée depuis le temps, c'est lui qui m'a donné tout gratuitement. Si je dois acheter, j'achèterai à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert. Et on se sent redevable. Et c'est exactement pareil aujourd'hui dans la création de contenu. Plus on va donner d'informations, plus on va être précis dans nos informations et plus on va donner de la valeur, plus la personne va se sentir, demain au moment de passer à l'action, obligée quelque part d'acheter le contenu à celui qui lui a tout donné gratuitement. Donc pour moi, c'est vraiment la direction que ça prend. Et à en croire Alex Hormozi aussi, qui est un peu le maître actuellement. Tout ce qui est montage compliqué, etc., c'est à jeter à la poubelle actuellement. Ouais. On arrive plutôt maintenant, on revient, c'est cyclique. Rappelez-vous très authentique. Ouais, rappelez-vous les pattes dev, ça n'existait plus, ça revient. Non, mais c'est vrai. En fait, on arrive sur les gens en ont marre. En fait, on est toujours comme ça. Tu sais, t'es en couple, tu veux être célibataire. T'as une voiture, tu veux une moto. Tu peux voyager, tu veux rentrer en France. Tu connais l'histoire. Bien sûr. Et en fait, là, c'est pareil. Il y avait du montage compliqué. Les gens maintenant veulent revenir au naturel. Les stars étaient maquillées. Après, il y a eu une trend, les stars sans maquillage. Enfin, tu vois. Ouais, tout est cyclique. Il faut comprendre la roue. En fait, c'est une roue. Elle roule. Et au lieu de vouloir refaire le monde, il faut s'adapter tout simplement à ce qui se fait en termes de contenu. Et normalement, ça doit marcher. Ok, trop cool. Il y a un sujet dont je voulais te parler aussi. Je pense que pour 99% des gens, vendre des formations, ça rime avec arnaque. Ouais.
déjà, qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi ton point de vue de toi par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là? Et derrière, comment le commun des mortels peut distinguer c'est quoi une bonne formation et c'est quoi une pseudo-arnaque ou un truc qui vaut vraiment pas le coup de s'y mettre? Alors c'est une question intéressante. Pour rebondir, je vais rebondir sur une critique que j'ai eue au départ et j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus qui était intéressante. En gros, Jérémy, si t'es rentier, pourquoi tu vends des formations? Ouais, truc classique. Classique. Alors ma première question, ce serait pourquoi pas? Parce qu'en termes de closing, je suis mentalisé à poser des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis que en gros, je ne devrais pas vendre des formations parce que je suis rentier. Pourquoi? Ouais. Et là, généralement, la question est, je sais pas, moi, si j'avais la chance d'être rentier, je ferais pas des formations. Oui, mais toi, est-ce qu'on est identique? Est-ce que, sous prétexte que toi, si tu étais rentier et tu serais sur la plage, je me dois de faire exactement comme toi? Et si je fais pas comme toi, ça veut dire que il y a anguille sous roche? Ou est-ce qu'on a le droit d'être différent ou pas? Ah, mais voilà, bon, ça y est, la conversation est terminée. La réalité, c'est que la frustration des gens, et tu sais, il y a un rappeur qui a dit ça très bien, tout le monde critique les riches, mais pourtant, tous les vendredis, ils vont jouer au loto. Je la refais. Tout le monde critique les riches, pourtant, tous les vendredis, ils vont jouer au loto. Ça veut dire qu'en fait... C'est la jalousie. Je sais pas si c'est de la jalousie ou c'est la frustration. Je pense qu'aujourd'hui, on rêve tous d'obtenir ce qu'on n'a pas. Les gens riches, je connais des gens qui ont des parents qui ont beaucoup d'argent, qui rêveraient d'avoir eu mon enfance. Parce que, comme mes parents étaient, en tout cas, gagnaient moins d'argent, on avait... Je vais pas dire que c'est sale de gagner de l'argent. Je pense que c'est décorrélé, tout ça. Mais je pense qu'on a tous, à un moment donné, une richesse. Sauf que le problème, c'est qu'on la voit souvent chez l'autre, au lieu d'apprécier ce qu'on a chez nous. Tu vois ? Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Donc, ce qui fait que on n'avait pas de cadeaux, on n'avait pas tout ça. Donc, on a passé beaucoup plus de moments en famille. Les gens qui ont beaucoup d'argent, généralement, on se dit qu'acheter des cadeaux à nos enfants, ça suffit. Alors qu'eux ont créé une frustration énorme parce que, justement, ils auraient préféré du temps. Tu vois ? Et je pense que déjà, avant d'aller regarder dans la poche des autres, regardons déjà notre propre bonheur. Je pense que c'est déjà un premier biais. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, et ce que je viens de t'expliquer, dans la tête des gens, s'ils avaient la chance d'être rentiers, ils se disent qu'ils seraient sur un transat au bord de la plage. Sauf que le problème, c'est que ce n'est que pure spéculation. Tant que tu ne l'as pas vécu et que tu n'as pas la chance d'avoir le choix d'être sur la plage ou au boulot, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Moi, aujourd'hui, j'ai vécu les deux. Aujourd'hui, je pourrais être sur un bord de plage, machin, mais pour la même raison qu'acheter ma résidence principale me fait peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, c'est fini? J'ai 36 ans, la vie s'arrête là? Je dois rester sur une plage à condition de sinon être stigmatisé par les personnes, d'être jugé. Ah, mais toi, si t'étais rentier, tu devrais être sur la plage. Ça veut dire que je devrais me soucier de ça et rester là parce que les cases qui sont écrites doivent m'amener ici. Non, c'est hors de question. Si t'as envie de dire que pour toi, si je suis pas rentier, enfin, si je suis pas allongé sur un transat, je suis pas rentier, c'est ton problème, pas le mien. Moi, j'ai appris à me détacher de ça, en fait. Moi, le pourquoi j'ai investi dans l'immobilier, au tout départ, c'était pour gagner, je vais te donner ma target, c'était de gagner 2 000 € par mois en automatique pour pouvoir, en fait, être épanoui et faire ce que j'ai réellement envie de faire. Et ce que j'ai réellement envie de faire, c'est construire des choses, bâtir des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si... J'ai une phrase d'ailleurs intéressante d'un mec aussi, je l'ai revu là il y a quelques jours. À quel point tu rêverais grand si jamais tu n'avais jamais peur d'échouer? C'est une phrase de malade. C'est-à-dire quand tu joues à Mario ou quand tu joues à n'importe quel jeu, tu la pousses cette porte, tu le sautes cet obstacle parce que tu sais que si tu meurs, tu peux recommencer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on grandit, tout va bien. Quand on est jeune, on n'a pas peur, hein, tout va bien. Papa, maman s'occupent de nous, pour certains qui ont la chance, hein, bien sûr. Et à un moment donné, on arrive dans le monde adulte et on te dit « Ah, attention, bonjour, oui, je suis les obligations. » Ah bon, qu'est-ce que c'est ça? Le loyer à payer, l'assurance, la bouffe, le téléphone, les impôts, les machins. Ah bon, il y a tout ça là? Ah oui. Et là, en fait, tout ce que tu avais rêvé, quand on est jeune, on rêve d'être sapeur-pompier, chanteur, machin. Tous tes rêves potentiels, artistes, peu importe, hein, tu les prends, tu les mets dans ta poche et tu mets un mouchoir par-dessus, le mouchoir des obligations. Et tu te dis que ça sera de courte durée. Tu te dis, là, pour répondre à ces obligations, je suis obligé d'aller travailler. Et donc, je vais prendre le premier job qui vient. Parce que quoi qu'il arrive, il faut que je paye, tu vois. Et donc, du coup, tu penses que ça va être de courte durée et qu'à un moment donné, tu vas trouver un autre job. Sauf qu'il y a 40 ans qui passent et un jour, tu te retournes, tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Parce qu'il n'y a rien de plus permanent qu'une mesure temporaire. Et c'est vrai.
Et un jour, si jamais tu as la chance de t'émanciper et de réussir à gagner de l'argent sans pour autant avoir besoin de te déplacer, le mouchoir des obligations se ressort. Et qu'est-ce qui sort là de ta poche? Tous tes rêves. Tous ceux qui t'animent réellement, mais que tu faisais pas parce que il faut bien te nourrir. Tu as des enfants, ou alors tu as des trucs à payer, et que si tu payes pas, personne ne va le faire à ta place. Et donc finalement, tu n'as plus peur. Et quand tu n'as plus peur, tout devient incroyable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, j'en ai des frissons quand j'en parle, à quel point c'est extraordinaire de te lever sans pression financière. On vit sous la pression constante de comment on va finir le mois. Tout le temps. Moi, je sais que j'ai connu mes parents, ils ont galéré toute leur vie. Même s'ils ne nous l'ont pas dit, je me vois toujours dans le canapé, voir mes parents discuter à la cuisine, comment on va faire à la fin du mois. Même s'ils ne nous en parlaient pas, tu le vois. Tu vois la frustration de tes parents qui se demandent comment ils vont réussir à t'amener en vacances ou comment ils vont réussir. En vacances, on a toujours été partout, pareil, au même endroit, je veux dire. À Montalivet, on avait un terrain de famille. Mon père avait construit une cabane et on allait tous les étés là-bas. On avait un réchaud. Famille simple, quoi, un petit réchaud, on dormait en toile de tente, on avait une petite cabane et tout. Et c'était les meilleures années de ma vie, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un enfant, il n'y a rien de pire que de ressentir la frustration de ses parents qui sont dans l'incapacité de faire mieux pour ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte à quel point, si demain ils investissent dans l'immobilier, notamment, alors je sais que là on parle de création de contenu, mais l'immobilier pour moi c'est la seule ressource réellement passive. Tu vois, parce que la création de contenu, demain t'es mort, il n'y a plus rien. Ouais, t'es malade, tu peux plus créer de contenu, il n'y a plus rien, tu vois. La crypto-monnaie, tu vois, ça monte, ça descend. L'immobilier, ça bouge pas, tu vois. Je fais tout. Mais l'immobilier, une fois que tu as investi et que tu as tes locataires qui sont en place, qui remboursent ta dette, tu gagnes de l'argent tous les mois, mais en plus ton crédit est payé par quelqu'un d'autre. Sans compter que tu as une assurance sur le crédit, décès, invalidité, perte totale d'autonomie. Si tu viens disparaître, tu laisses même pas de crédit derrière toi. Ou alors, si tu es malade ou handicapé, le crédit est payé. Et donc, tu peux utiliser les rentes pour améliorer ton confort. Il n'y a rien de pire que de mettre sur des problèmes de santé des problèmes d'argent. Tu vois? Donc, pour moi, c'est vraiment la valeur numéro 1. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont oublié l'enfant qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et que demain, s'ils avaient la possibilité de rêver à nouveau, ils le feraient. Et donc, moi, aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas rentier assis sur la plage? Parce que maintenant que j'ai la possibilité de monter des boîtes, de m'éclater, d'essayer des trucs. Là, je suis en train d'écrire mon 2e livre qui sort le 17 juin. J'ai fait plein de choses. Mais je m'en fous, j'ai pas peur, je manque pas d'argent. Donc en fait, je fais juste le kiff, en fait, je m'éclate. J'essaye des choses, je voyage, je bouge, je monte des business, j'accompagne des gens, mais je le fais que par pur kiff. Alors bien sûr que je suis payé, et très bien payé même, mais je suis pas concentré sur la rémunération, parce que déjà, j'en manque pas, mais je suis pas concentré là-dessus, sinon c'est pas possible de travailler autant. Je travaille uniquement par passion, et comme j'ai dit, à chaque fois on me dit, Jérémy, quand c'est que tu t'arrêtes? Je m'arrête quand ça me fera chier. Tant que je m'éclate, je continue. Mais si un jour je me dis, j'en ai marre, ça me saoule, ça sera peut-être l'heure d'acheter ma résidence principale. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit à 45 ans, elle a peur que ça soit plus tard, mais je lui ai dit aujourd'hui, je peux pas, pour moi, acheter ma résidence principale maintenant, c'est un cercueil. Je me dis, ça y est, c'est fini. En fait, on arrête de bouger, on arrête d'écrire notre vie. C'est presque le livre qui se ferme, tu vois. Moi, ça me fait peur, ça, tu vois. J'ai besoin de sentir que je suis encore libre, toujours ce besoin de liberté, et de pouvoir créer des choses, etc. Donc, le message, il est là, c'est que aujourd'hui, vendre des formations, pourquoi pas, en fait, tu vois. Je vais te donner un exemple. Demain, tu as un garage. Tu répares des voitures, d'accord? Donc, toute ta vie, tu as réparé des moteurs. Et d'un seul coup, tu es à côté, tu ouvres un truc pour changer des pneus. Mais attends, mais je comprends pas, pourquoi tu veux changer des pneus? À la base, tu répares des voitures, ça peut te foutre. J'ai envie de changer des pneus, je change des pneus. Tu vois le délire? C'est dans la même thématique. Un jour, j'ai appris l'immobilier, je me suis formé. J'en ai parlé sur les réseaux. Alors, je suis devenu formateur malgré moi, c'est parce qu'on m'a demandé. Jamais j'aurais pensé me retrouver là, passer sur M6. Jamais j'aurais pensé tout ça, tu vois. Jamais j'aurais pensé être là, d'ailleurs, à te parler de tout ce que j'ai fait, gagner des millions. Jamais de la vie, jamais. Mais bon, aujourd'hui, le fait est que j'en suis là. Mais j'en suis pas là parce que j'ai voulu vendre des formations. J'en suis là parce que j'ai écouté le marché. On me demandait. Donc j'ai dit, je vais essayer. C'était une aventure pour moi, tu vois. Et cette aventure m'a amené ici. Maintenant, je pense que l'autre jour, j'avais un débat avec quelqu'un qui fait du contenu gratuit sur les réseaux. Je citerai pas son nom, mais qui est venu critiquer le fait qu'il y a des vendeurs de formation qui font payer les choses et que lui, il le fait gratuitement. Oui. Mais comme je lui ai dit, attention. Parce que quand tu dis que tu le fais gratuitement, ça veut dire quoi? Il me dit, comment ça? Il me dit, moi, je fais rien payer. Je dis, ok, très bien. Mais sache que quoi qu'il arrive, on cherche toujours un paiement. C'est-à-dire qu'on est toujours payé pour ce qu'on fait, sinon tu le fais pas. Mais sauf qu'il y a différentes façons d'être payé. Les gens ne voient que l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a la reconnaissance,
Il y a aussi également le fait de donner un sens peut-être à ta vie. Il y a toujours quelque chose qui quelque part, qui monétise. Et la question que je vais poser à cette personne, je dis, peut-être que toi, tu ne monétises pas ton contenu parce que tu te sens pas légitime à le vendre. Peut-être que tu manques de confiance en toi pour le monétiser. Et que finalement, le fait de le faire gratuit te rassure parce que tu n'as pas, on va dire, l'épée Damoclès si jamais le contenu n'est pas bon. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça. Peut-être qu'aussi, d'une manière détournée, sachant que tu as une chaîne gratuite dans laquelle tu dis que tu mets tes vidéos, où tu incites bien les gens, parce que c'est fourbe quand même, il incite les gens à s'abonner à sa page en disant non, sauf que sa page est monétisée. Tu vois ? Donc ça veut dire que, en fait, tu me dis que c'est gratuit, mais quelque part, tu dis aux gens de ne pas oublier de s'abonner pour soutenir la chaîne, et cette chaîne te monétise. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui dise, voilà, aujourd'hui, j'ai des compétences, je les vends, si tu veux les acheter, tu les achètes, si tu veux pas les acheter, tu les achètes pas. Toutes les personnes que j'ai au téléphone qui viennent pour acheter mon contenu, moi, je leur dis, moi, je suis comme un paquet de pâtes dans un rayon. Si tu me vois, c'est que tu es venu me chercher. Si tu viens me chercher, c'est que tu as un intérêt à venir me chercher. Sauf que pour que j'atterrisse chez toi, il faut que tu me prêtes, que tu me mettes dans ton caddie, que tu m'amènes à la caisse, que tu me payes et que tu me ramènes jusqu'à chez toi. Il y a quand même un... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, plutôt que de me poser... imagine-toi, tu arrives dans un restaurant, ce que je disais l'autre jour, il y en avait un dans mon live, il était venu pour critiquer. C'est comme si... Imagine-toi à quel point il ne faut pas avoir de vie. Tu arrives dans un restaurant, tu détestes la bouffe. Hein, et tu viens t'asseoir dans le restaurant et toutes les soirs, tu te poses là et tu dis, ton restaurant, c'est de la merde, franchement. C'est de la... mais si tu l'aimes pas, pourquoi tu viens là, en fait, tu vois ? Quel est l'intérêt ? Ta vie, elle est aussi médiocre que ça. Si tu l'aimes pas, que t'aimes pas les vendeurs de formation, que, sans oublier que l'école est payante, hein, il faut le savoir, hein, on la paye de notre temps. Hein, il faut savoir que quoi qu'il arrive, tout le temps que tu passes dans une école gratuite, le temps quand même, tu payes bien quelqu'un. Ouais. C'est bien payé par quelqu'un, même si c'est pas toi de manière directe. Après, il y a des études payantes, etc. Bref, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de gratuit dans la vie, jamais. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si jamais tu n'aimes pas les vendeurs de formation, arrête de les regarder. C'est quoi l'intérêt, en fait, d'aller les regarder pour les critiquer ? C'est comme si, je sais pas, moi j'aime pas le chocolat, tous les jours je vais dans un rayon, c'est dégueulasse le chocolat, c'est débile, j'ai autre chose à faire de ma vie. J'ai beaucoup de peine pour ces gens-là, mais vraiment beaucoup de peine. J'ai même pas de méchanceté envers eux, j'ai beaucoup de peine parce que je me dis en fait leur vie doit être tellement triste que la seule chose qu'ils ont à faire, non mais c'est vrai, c'est de venir critiquer des gens qui font des choses. Et c'était... Bernard Tapie, alors il est ce qu'il est, mais qui disait à un journaliste, il disait l'avantage entre vous et moi, c'est que moi je fais partie des gens qui font, et les gens qui font, effectivement, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent être critiqués, etc. Et vous, d'ailleurs, comme les haters, qu'on les appelle, auront jamais tort, puisqu'ils ne font que critiquer les gens qui font, mais ils ne font rien. Donc finalement, si tu ne fais rien, tu seras jamais critiqué ni critiquable, certes. Quand on ne fait rien, on se trompe pas. Ouais. Exactement. Et moi, tu vois, le fait d'avoir créé justement des formations, parce que j'en ai plusieurs, je crée de l'emploi aussi. Donc, ça veut dire que, quelque part, je paye de l'impôt, je crée de la richesse, je fais travailler des gens. Cet argent sert aussi à nourrir des familles. Et le programme que j'ai créé est quand même noté 4,9 sur 5 sur des centaines et des centaines d'avis. Et tous les jours, c'est des gens qui transforment leur vie grâce à ce contenu. Ça, c'est le côté mauvais que je viens de dire, parce que c'est le côté justification que je déteste. Ouais. Mais je fais quand même une aparté parce que c'est important de le dire. Mais aujourd'hui, moi, le message que je veux faire passer à ceux qui ne comprennent pas pourquoi les gens vendent des formations, moi, je ne comprends pas les gens qui mangent du brocoli. Pourtant, ça me fait pas chier. Très belle conclusion. Trop cool. Je voulais t'entendre là-dessus, mais je suis vraiment content d'avoir eu ton retour. On touche à sa fin, et je voulais te poser une dernière question. Ouais. Enfin, l'épisode touche à sa fin. Si je devais inviter un autre créateur de contenu sur ce podcast, tu conseillerais d'inviter qui ? Franchement, le premier qui m'est venu tout de suite, c'est Manoa. Ok. Ouais. Tu l'as eu aussi sur ton podcast, j'ai vu. Ouais. Okay. C'est Manoa. Manoa, c'est un petit jeune incroyable qui a derrière son contenu viral et derrière sa thématique qui est très controversée, est une personne incroyable que je respecte beaucoup, qui est quelqu'un pour moi qui fait pas du tout son âge en plus et qui a de très belles valeurs. Qui mérite d'être entendu parce qu'il fait partie des premiers à avoir compris les mécanismes des réseaux sociaux. Il les utilise très bien. Et voilà, je pense que c'est un gars bien et qui pourra en apprendre beaucoup sur les créations de contenu. Ok, trop cool. Je prends bonne note. Voilà, mon gars. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir de discuter avec toi. J'espère que les gens qui nous écoutent auront J'aurais pu parler aussi. encore 2 heures, mais tu dois partir. Donc... Ouais, exactement. Signature chez le notaire, tu sais ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, merci beaucoup. Avec et plaisir. Puis à très bientôt. Allez, ciao, bye. Ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.